Chers téléspectateurs, bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui se rapporte au dernier développement entre Washington, Israël et le Maroc, du point de vue d'experts égyptiens, car l'Égypte est le premier pays arabe à avoir signé un traité de paix et à reconnaître Israël en 1976. Chers téléspectateurs, un nouveau chapitre dans les accords de paix entre les pays arabes et Israël pour promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, marqué par un pas en avant avec la déclaration tripartite entre le Maroc, Israël et les États-Unis d'Amérique afin d'établir des relations diplomatiques et des accords commerciaux. L'accord de paix signé est le fruit d'efforts et de négociations entre ces trois parties, avec une déclaration comprenant trois axes. Accorder d'abord les autorisations de vol direct entre le Maroc et Israël via les compagnies aériennes israéliennes et marocaines avec des droits de survol. Reprendre ensuite sans délai les contacts officiels pleins et entiers entre homologues marocains et israéliens et établir enfin des relations diplomatiques complètes, pacifiques et amicales. Il s'agit aussi de promouvoir une coopération économique bilatérale et de poursuivre la coopération dans les domaines du commerce, la finance, l'investissement et d'autres secteurs d'intérêt commun. Pour discuter de ce sujet, je suis honoré de recevoir Tarek Fahmy, professeur en sciences politiques à l'Université du Caire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis également honoré de recevoir Imad Gad, vice-président du Centre des études politiques et stratégiques d'Al-Ahram. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Tarek, pour commencer, quelle est l'importance de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël ? Le Maroc est bien évidemment un grand pays. Au niveau régional, son rôle diffère de celui des autres pays qui ont conclu un accord de paix ou qui en concluront avec Israël dans le futur. Le Maroc est un pays qui a un point important dans la région pour des considérations liées à son statut, à sa situation géographique stratégique et à son traitement de la cause palestinienne en tant que dépositaire de la présidence du comité Al-Quds, s'il devrait jouer un rôle central dans la prochaine étape du règlement du conflit au Moyen-Orient. Par conséquent, je pense que la reprise de ces relations ne se limite pas seulement au bilatéral. Il y a une dimension multilatérale, car ce que le Maroc fera dans un futur proche aura un impact sur toute la région. On se souvient que lors des accords de Camp David, le Maroc a joué un rôle majeur dans l'organisation de la visite d'Anwar el-Sadat en Israël. Le Maroc est un pays important au niveau régional et donc la reprise de ces relations a impulsé un grand élan en raison du statut du Maroc dans la région. Monsieur Ahmad, un responsable américain a déclaré que ce qui s'est passé n'était pas dû au hasard, mais le fruit d'un vrai labeur commencé depuis 2011. Qu'en pensez-vous ? Oui, il a raison, car les relations entre le Maroc et Israël étaient déjà normales. La communication entre les deux pays ne date pas d'hier. Comme indiqué par M. Tarek tout à l'heure, les contacts égypto-israéliens ont commencé grâce à Hassan el-Tohami et Kamal Hassan Ali, avec Moshe Dayan sous les auspices de feu Hassan II. En fait, le Maroc a joué un rôle central. Le Maroc et la Tunisie de Habib Bourguiba faisaient partie des pays qui avaient décidé que la solution ne pouvait être militaire et que le conflit devait être résolu pacifiquement autour de la table des négociations. Le président Bourguiba de Tunisie avait d'ailleurs fait l'objet d'attaques à cause de ses propos. Alors, le Maroc a poursuivi sur cette voie car il y a une importante communauté de juifs marocains en Israël, tout comme il existe toujours une minorité juive marocaine assez présente au Maroc. Je crois que le Maroc a maintenu le contact à travers les bureaux commerciaux entre les deux pays. Cependant, à certains moments, ces contacts et ces relations ont été interrompus et les bureaux de représentation ont été fermés. Toutefois, le Maroc a joué un rôle central dans la préparation du traité de paix israélo-égyptien. En même temps, son rôle et son poids vont lui permettre de jouer un rôle important pour les prochaines étapes. Alors, si certains pensent que de telles initiatives peuvent avoir des effets négatifs sur la cause palestinienne, personnellement, je considère que ces derniers développements peuvent avoir un impact plutôt positif car si Israël a des intérêts à protéger, il sera mené à trouver une solution à la question palestinienne. À ce niveau, le Maroc jouera un rôle très important à l'avenir.
D'accord, très bien. Pouvez-vous nous parler du rôle des Juifs marocains dans le processus de paix? Oui, je pense qu'ils vont peser de tout leur poids. Dans le passé déjà, ils ont joué un rôle très important. En fait, la question n'est pas liée à la croissance du tourisme, des échanges commerciaux ou à l'octroi de droits de survol aux compagnies aériennes uniquement. Le plus important est qu'il s'agit d'une reprise des relations entre les deux parties avec certain impact sur le mouvement touristique et commercial, ce qui est une bonne chose pour le Maroc. Je crois que le Maroc jouera un rôle qui sera soutenu et mis en valeur par la nouvelle administration américaine, car il s'agit d'un pays bénéficiant d'un point important dans la région, et donc je pense que la nouvelle administration américaine désignera la partie marocaine pour jouer un rôle dans des étapes spécifiques. En fait, je me suis arrêté sur l'entretien téléphonique entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas suite à la déclaration israélo-marocaine. Le message de cet entretien téléphonique était important, à savoir que le Maroc n'abandonnera jamais son rôle quant à la défense des droits légitimes du peuple palestinien. Il reste toujours favorable à une solution à deux États avec Al-Quds comme capitale de l'État palestinien. Les deux parties se sont aussi mis d'accord sur la tenue d'une réunion du comité Al-Quds. Oui, en sa qualité de président du comité Al-Quds, car le roi du Maroc a hérité de son père, Hassan II, la présidence de ce comité. Permettez-moi de compléter les propos de Ahmed Jed, car il est important de comprendre la nature de l'action du Maroc dans son ensemble. Cette action consolide la position de l'Égypte et de la Jordanie avec une présence forte sur la scène palestinienne. Cela servira positivement la cause de la Palestine. En effet, le développement des relations entre le Maroc et Israël, que vous avez évoqué tout à l'heure, aura un impact sur les domaines du commerce, de la finance, de l'investissement, de l'aviation civile ou encore du tourisme. Il s'agit de domaines de coopération traditionnels qui ont été développés à un certain stade pendant les années 90, lorsque les bureaux de liaison et représentations diplomatiques étaient ouverts. Quant à la question de la communauté juive d'origine marocaine et du tourisme entre les deux pays, il existe en fait un plan sur la manière dont les Israéliens traiteront avec le Maroc. Dans la même veine, les prévisions estiment que plus de 200 000 Juifs marocains visiteront le Maroc. Cela va stimuler la croissance des flux touristiques, mais soyons francs, cela prendra du temps avant de se concrétiser. L'accent est mis aujourd'hui sur la dimension politique et sur le rôle qui sera joué par le Maroc. Quant à la question du tourisme et à celle des échanges commerciaux, il faudra du temps pour que les deux pays rétablissent des liens et un trafic normal en raison des mesures de précaution actuelles dues à la Covid-19. Monsieur Ahmed, après la réunion entre le Maroc, les États-Unis et Israël, une déclaration conjointe et tripartite a été publiée définissant le déroulement de la reprise des relations. Quelle lecture en faites-vous? En fait, l'administration Trump, dont le mandat arrive à expiration le 20 janvier prochain, a réussi à remettre à l'ordre du jour les questions sur le Moyen-Orient. Pendant les 8 ans du mandat de Barack Obama à la Maison-Blanche, ce dernier a totalement ignoré la région et a grandement favorisé le soi-disant printemps arabe, ainsi que son désordre et les conflits qui en ont découlé. Permettez-moi de revenir sur la conférence de paix de Madrid qui a porté sur le Proche-Orient en octobre 1991, où deux visions subsistaient à l'époque. Une vision arabe qui envisageait le retrait d'Israël de tous les territoires palestiniens occupés ainsi que la création d'un État palestinien afin d'établir avec Israël une normalisation globale. Il y avait une autre vision israélienne qui, elle, envisageait la normalisation avec les États arabes afin de les encourager et les pousser à établir un État palestinien. Je vois que l'administration américaine a insisté sur la normalisation comme première étape, créant ainsi des intérêts avec Israël. D'ailleurs, tous les pays du monde cherchent leurs intérêts. Si Israël a des intérêts spécifiques, il fera l'impossible pour ne pas les perdre. Ce qui signifie qu'après cette démarche de normalisation, Israël sera forcé de s'asseoir à la table des négociations avec les Palestiniens. Mais les Palestiniens doivent au préalable s'unir parce que ces normalisations vont garantir un espace d'intérêt pour la Palestine et Israël, les investissements avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn, ainsi que des relations avec le Soudan en matière d'agriculture. Donc,
Avec ces accords, un énorme intérêt sera formé pour Israël et ce dernier ne sacrifiera pas le bien de ses intérêts et il sera obligé, en quelque sorte, de s'asseoir à la table des négociations pour discuter avec les Palestiniens. D'ailleurs, la réaction palestinienne doit être rationnelle sous l'angle de l'investissement envers les pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël. En fait, il est tout à fait normal que les États cherchent à défendre leurs intérêts. Dans la même veine, le Maroc a pu réussir en peu de temps à assurer la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara avec l'ouverture d'un consulat général à Dakhla. Les Émirats et Bahreïn l'ont déjà ouvert. Un grand nombre de pays africains et non africains ont fait de même. Je pense que la question est quasiment réglée après la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Et j'espère que des problèmes régionaux ne se poseront pas pour les pays voisins qui avaient une position différente. En fait, le Maroc a pu, dans une large mesure, mettre en place une approche réussie adaptée à ses intérêts. D'ailleurs, les pays ont le droit de chercher leurs intérêts. Monsieur Mahmoud, toutes les relations d'État sont fondées sur des intérêts. S'agissant des études, des relations internationales, de la politique internationale, il n'y a ni ami éternel, ni ennemi éternel. Par conséquent, chaque pays défend en premier lieu les intérêts de son peuple et sa souveraineté, sans que cela implique forcément une hostilité envers toute autre partie. La coopération doit être élargie à plusieurs échelles et c'est ce que fait actuellement le Royaume du Maroc. Chers téléspectateurs, une courte pause, restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Monsieur Tariq Fahmy, selon le récent accord de paix signé entre les trois parties, le Maroc, Israël et les États-Unis, des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël verront le jour afin de servir le processus de paix dans la région et de renforcer la sécurité régionale. Qu'en pensez-vous ? La question de la paix sera basée sur deux visions. La première traditionnelle était liée à l'idée de l'initiative de paix arabe, comme vous vous en souvenez. Exact, une initiative pour la paix proposée en 2002 par le roi Abdallah ibn Abdelaziz à Saoud. Oui, au sommet de la Ligue arabe de Beyrouth. Cette initiative avait pour objectif de résoudre le conflit israélo-arabe en améliorant les relations entre Israël et le monde arabe selon l'idée d'intérêts mutuels et d'avantages communs dans une nouvelle perspective qui prend naissance dans le système régional. C'était inédit. Il faut savoir que ces derniers développements dans la région ne se feront pas au détriment de la cause palestinienne. Les Palestiniens doivent d'abord améliorer leurs performances, ce qui signifie que cette division entre la Cisjordanie et la bande de Gaza doit être résolue, de sorte que la question palestinienne soit réintroduite sur le front international. Les Palestiniens avaient déjà proposé l'idée d'organiser une conférence pour la paix au Proche-Orient au cours de cette nouvelle année. Et il y a un certain nombre de pays arabes qui ont accepté cette idée. Je crois que les Palestiniens doivent d'abord se concerter et s'organiser entre eux. Une autre question est liée aux accords sur la sécurité régionale, qui concernent tous les pays de la région, raison pour laquelle on les qualifie d'accords du siècle. Et les discussions maintenant entrent dans une nouvelle phase. D'ailleurs, nous devons exploiter à fond la présence de ce nouveau président américain élu, car son discours jusqu'à présent est de bon augure, puisqu'il parle de deux États et d'Al-Quds, et nous devons donc en profiter. Les Palestiniens eux-mêmes, M. Mahmoud, ont annoncé avant ces derniers développements la reprise de la coordination sécuritaire avec Israël. Et ils ont aussi des relations diplomatiques avec Israël. Oui, effectivement, et dans le passé, ils ont négocié à Oslo. Donc il ne faut pas blâmer les pays qui ont établi un processus de paix avec Israël, car un nouveau climat se met aujourd'hui en place et les pays arabes doivent suivre le mouvement de l'histoire, ils doivent s'investir dans le processus en cours. Nous sommes devant la nécessité d'un dialogue arabo-arabe via l'activation d'institutions comme la Ligue arabe et la relance de rencontres au sommet qui sont bloquées depuis l'annulation du sommet d'Alger. La première étape à suivre est la reprise d'un dialogue arabo-arabe avant de traiter le dossier palestinien.
car les dispositions en matière de sécurité emprunteront des voies multiples et tout le monde y participera. Permettez-moi de vous rappeler l'existence d'un précédent comité qui était appelé le groupe de travail sur la maîtrise des armements et la sécurité régionale à Oslo. Ce comité avait fourni en son temps de grands efforts, des réunions s'étaient tenues dans plus d'une capitale arabe. Il faut comprendre qu'il existe de multiples visions à l'échelle de la région, nous tenons à la cause palestinienne, et les accords sur la sécurité s'inscrivent dans le contexte d'intérêts communs. Monsieur Ahmed, la déclaration conjointe tripartite a confirmé la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur son Sahara et l'intention des États-Unis d'ouvrir un consulat général dans la ville de Dakhla afin de mettre en valeur les opportunités économiques et d'investissement au profit de la région. Qu'en pensez-vous? Je pense que la priorité pour tout dirigeant est tout d'abord d'assurer la sécurité de son pays, consolider ses intérêts stratégiques, mais également préserver l'intégrité territoriale de son pays. Parce que certains observateurs ont lié la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara à la reprise des relations diplomatiques avec Israël. Il est possible de traiter ce type d'hypothèse si, par exemple, nous avions été témoins des relations marocaines avec Israël pour la première fois. On se rend au contraire compte que le Maroc avait accueilli les premières discussions égypto-israéliennes sous le règne de feu le roi Hassan II pendant la période de l'ancien directeur du renseignement militaire, qui était à l'époque Kamal Hassan Ali, et Hassan al-Touhami du bureau d'Anwar al-Sadat. Le Maroc entretient avec Israël des relations depuis longtemps. Et les Juifs d'origine marocaine vont toujours au Maroc via la Turquie, ce qui signifie que les relations entre le Maroc et Israël existent toujours et les Émirats, le Bahreïn et le Soudan ont précédé le Maroc avec une normalisation complète avec Israël au terme d'une médiation américaine. Et l'Égypte les a tous précédés. Le cas de l'Égypte visait un règlement politique, chose qui lui a permis de récupérer ses territoires. Pour clarifier les choses, la vision de l'Égypte date de 1967-1973. Pour une solution militaire au conflit, il était nécessaire de s'asseoir à la table des négociations. Il faut noter que la République fantoche était membre au sein de l'Organisation de l'Unité africaine. Le Maroc est ainsi à un tournant par son obtention de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, qui est un énorme acquis. Il est à noter que le Maroc a été le premier pays à reconnaître les États-Unis. Absolument, le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance américaine de l'occupation britannique. D'ailleurs, j'ai vu récemment de nombreux programmes télévisés des Américains où ils admettent et mentionnent que le Maroc est l'un des premiers pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Donc les relations diplomatiques entre les deux pays ne datent pas d'hier. Plus de 243 ans de relations. Monsieur Tarek, le chef de la délégation israélienne et le conseiller à la sécurité nationale d'Israël, Meir Ben Shabbat, a déclaré ce qui suit, je cite, « Il n'y a pas de limite à la coopération que nous commencerons avec le Maroc, car nous changerons la région au profit de nos peuples et des peuples voisins. » Fin de citation. À votre avis, que veut dire le Conseil israélien? Permettez-moi tout d'abord de mentionner un point important autour des négociations avec les pays arabes concernant deux responsables de la sécurité. Nous parlons de Meir Ben Shabbat, le chef de la sécurité nationale israélienne, et de Yossi Cohen, le directeur du Mossad.
Ce sont ces deux personnalités qui interviennent dans ces négociations régionales et non le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense. Bien sûr, ces deux personnalités sont accompagnées d'équipes du ministère des Affaires étrangères et du renseignement militaire. Mais ce sont ces deux personnalités qui prennent les devants. Je pense que ce qu'a dit Meir Ben Shabbat était une traduction de ce que le Premier ministre israélien Netanyahou avait dit. Nous ferons la paix avec le royaume du Maroc dans toute sa profondeur, une paix chaleureuse, non froide. Cela signifie qu'il considère l'exemple marocain comme un cas différent par rapport aux autres pays qui ont conclu des accords de paix. Chaque pays avait ses propres calculs, estimations et intérêts personnels. Mais le Maroc est un pays vraiment important dans la région et par conséquent, les Israéliens ont élaboré des politiques générales dans lesquelles les Israéliens et les Marocains évolueront. Permettez-moi d'ajouter qu'Israël et les États-Unis ont rejoint le Maroc dans ce dossier de paix pour une raison simple, liée au fait que la question d'Al-Quds concerne le Maroc dans une très large mesure. Le Maroc et l'Arabie saoudite sont également des pays importants, en plus du royaume de Jordanie, quant à la question de la supervision d'Al-Quds. Selon Israël, la solution relative à Al-Quds n'est pas l'œuvre d'un seul pays spécifique, mais elle restera ouverte à toutes les religions, selon la volonté divine. C'est-à-dire les trois religions monothéistes. Oui, tout à fait, parce que toutes les idées convergent sur ce point litigieux. Le deuxième point concerne le rôle du Maroc dans la réorganisation des priorités politiques et diplomatiques dans la région. Car, comme vous le savez, avec l'administration Biden, d'autres pays concluront cet accord de paix. Et cela posera un problème. Avec qui Israël va-t-il traiter? S'agira-t-il des principaux pays? Les pays qui auront un rôle politique seront très certainement le Maroc et peut-être aussi l'Arabie saoudite et le sultanat d'Oman. Car les Israéliens ont élaboré des scénarios au Centre de communication de la sécurité nationale et au Centre Herzliya à propos de ce qui est demandé à chaque pays arabe. Le rôle de l'Égypte restera une formalité. Après la signature de l'accord avec le Maroc, les discussions se sont portées sur la Tunisie. Et par conséquent, des études et des évaluations de la situation foisonnent dans les deux centres mentionnés. Le Maroc occupe une large place dans ces études et Israël espère conclure un accord de paix avec la Tunisie, qui est un pays du proche voisinage du Maroc. Après, ce sera peut-être au tour de l'Arabie saoudite de signer la paix avec l'administration Biden. C'est-à-dire qu'on va connaître en 2021 plus de pays qui établiront des relations avec Israël, y compris des pays surprises. Ce sont vos propres informations. Ce sont des informations issues de l'évaluation stratégique et politique venant d'Israël. Certains pays n'ont pas voulu prendre l'initiative et se retrouver parmi les premiers à adhérer à ces accords de paix malgré les pressions. En fait, Jared Kushner et sa délégation se sont rendus en Arabie saoudite, aux Émirats et au Qatar lors de la dernière visite sur la question du boycott du Qatar. Mais certains pays ont préféré reporter le sujet. Malheureusement, M. Tarek, le temps nous est compté. Nous vous remercions d'être venu. M. Tarek Fahmy, professeur en sciences politiques à l'Université du Caire, merci infiniment. Nous vous remercions également M. Imad Jad, vice-président du Centre des études politiques et stratégiques d'Al-Ahram. Merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, notre rendez-vous se renouvellera la semaine prochaine. À très bientôt.